À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. La néphrologie est une spécialité médicale qui a pour but la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies rénales. Dans notre pays, la néphrologie est une des spécialités médicales les plus récentes. Longtemps, elle est demeurée peu connue du grand public et peu intégrée dans la pratique médicale courante ainsi que dans le programme de lutte contre la maladie. Et pourtant, la demande en soins en néphrologie est de plus en plus importante compte tenu de l'augmentation de la prévalence de la maladie rénale, ainsi aussi bien dans le monde qu'au Burkina Faso. L'augmentation du nombre de patients atteints de néphropathie en milieu hospitalier, le contexte socio-économique, le droit universel à la santé, le retard de la prise en charge des maladies rénales et leurs complications dans notre contexte, les répercussions physiques, psychiques, sociales et financières de l'insuffisance rénale sur la personne humaine sont autant de raisons qui ont amené les acteurs du domaine à se réunir dans le cadre d'une association dénommée Société burkinabé de néphrologie afin de contribuer à la prévention et à la prise en charge des maladies rénales au Burkina Faso. Et c'est pour parler de la néphrologie au Burkina, de ces défis que j'ai le plaisir de recevoir pour vous ce soir, professeur Adama Lengani. Professeur Lengani est néphrologue. Avec nous également, Dr Gérard Koulibaly, néphrologue et chef de service de néphrologie du CHU Yalgado Ouedraogo. Monsieur Draman Paré, Monsieur Paré est le président de l'association burkinabé des dialysés insuffisants Renault. Bonsoir monsieur et merci d'être sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Vos questions et autres préoccupations sont attendues au 25 40 79 03. Professeur Lengani, comment fait-on pour devenir néphrologue? Quelle formation est-il nécessaire? Merci Madame Dao de nous offrir l'opportunité de parler de notre spécialité. Pour devenir néphrologue, naturellement, il faut être déjà médecin généraliste. Au Burkina et en Afrique en général, c'est ceci. Ensuite, il faut faire 4 ans d'études après donc être médecin. Au cours des 4 années, on va approfondir les connaissances sur comment fonctionne le rein, ensuite les maladies du rein et les traitements, surtout dans le cadre de la néphrologie, les traitements sont modernes. Il y en a deux particulièrement. Il y a l'hémodialyse ou bien la dialyse péritonéale, et puis il y a la transplantation, qui sont des traitements qui n'ont pas 60 ans d'existence. Donc c'est par cette manière qu'on peut devenir néphrologue. Donc, ça va être sanctionné par un diplôme. Voilà. Okay. Docteur Koulibaly, quelles sont les qualités requises pour être un bon néphrologue? Alors, les qualités, merci Madame Dao. Les qualités pour être un bon néphrologue, il faut d'abord un bon médecin généraliste, parce que vous savez, la néphrologie, elle est au carrefour de toutes les spécialités. Voilà. Et vous avez par exemple les maladies cardiaques qui peuvent avoir une complication rénale, et même le rein peut induire des complications cardiaques. Et on a également les problèmes de foie qui peuvent donner, donc la néphrologie est au carrefour. Donc il faut que le néphrologue ait une vue un peu partout. Voilà, donc ce qu'on appelle la médecine interne. Alors, donc en dehors de ça, dans notre contexte de pratique médicale, dans un contexte de ressources limitées, il faut avoir une bonne dose de courage. Donc vous savez que ce qui concerne le traitement dont on appelle l'hémodialyse,
Mais il y a toujours beaucoup de problèmes dans notre contexte. Alors, dans la situation que les néphrologues vivent là-bas, il faut avoir vraiment une bonne dose de courage, donc pour pouvoir... et de patience. Voilà, et de patience également. Voilà. Et quelle est la situation du néphrologue au Burkina en termes de ressources humaines? En termes de ressources humaines, il faut savoir que les choses ont beaucoup évolué. Donc, pendant très longtemps, on n'était pas nombreux. Au début, c'était notre maître, le professeur Lengani, qui était le seul néphrologue, celui qui est le pionnier de la néphrologie ici. Et ensuite, moi, je suis arrivé et actuellement, nous sommes 18. Voilà. Et il y a 6 nouveaux néphrologues qui sont sortis aujourd'hui. Et si on les ajoute, ça fait 24. Voilà. Félicitations. Merci. Professeur Lengani, présentez-nous la Société burkinabé de néphrologie. La Société burkinabé de néphrologie Sobinef a vu le jour il y a 4 à 5 ans de cela, mais nous avons eu des problèmes pour la mise en forme sur le plan administratif, de sorte que c'est quelques années après que sur le plan administratif ça a été formalisé. Elle regroupe les néphrologues, les infirmiers en hémodialyse, les infirmiers aussi du service qui sont intéressés. Elle regroupe aussi d'autres médecins généralistes ou spécialistes qui sont intéressés, mais particulièrement nous tendons la main aux cardiologues, aux urologues, par exemple au niveau des gynécologues et à la pédiatrie. Vous savez que la pédiatrie, il y a une partie de la néphrologie qui s'intéresse aux enfants, et chez nous il y a un grand déficit à ce niveau, et bon, on collabore avec les pédiatres. Ensuite vous avez les neurologues, les rhumatologues, la médecine interne et l'endocrinologie. Donc c'est ouvert à tous les médecins qui veulent venir participer. J'ai oublié les toxicologues, pharmacologues, voilà. Donc et dermatologues. Voilà. Mais quels sont les objectifs de cette société savante? Les objectifs de la société savante, dans un premier temps, c'était réunir les néphrologues et ceux qui sont intéressés par la lutte contre les maladies rénales. Ensuite, développer la remise à niveau permanente au niveau de ses membres. Ensuite, voir avec les autorités dans quelle mesure les néphrologues peuvent apporter leur contribution en ce qui concerne la prévention des maladies, l'activité en direction des populations. Après, il y a la collaboration avec nos amis d'Afrique et d'ailleurs, puisque bon, on ne peut pas rester uniquement exclu entre nous. Il faut qu'on se développe et qu'on puisse développer ces collaborations. Et puis, bon, l'autre aspect, c'est la relation avec les malades pour prendre en compte leurs préoccupations et voir dans quelle mesure nous allons répondre à leurs préoccupations. Monsieur Paré, parlez-nous un peu de votre association. Présentez-nous comment elle fonctionne. L'association burkinabé des dialysés, excusez, c'est une association, merci madame, qui est créée par les pionniers de la dialyse en Côte d'Ivoire en 1999. Actuellement, nous comptons plus de 500 membres au niveau de l'association. On est en train d'organiser l'association présentement parce qu'on a des nouveaux centres, sans quoi c'était Yalarado seulement. Et c'est le bureau de Yalarado qui travaille au niveau national. Bon, comme on a, avec le soutien des néphrologues et l'appui des décideurs, on a eu quelques centres. Il y en a 2 qu'on vient d'avoir à Ouara. Il y a un centre à Bobo. Bon, il y a un centre aussi qu'on envisage d'ouvrir à Ouéguia. Donc, dans ce sens, on va avoir des bureaux
au niveau de ces centres. Et puis former maintenant un bureau national. Sans quoi pour le moment, c'est le bureau de Yalarado qui fonctionne. Voilà. D'accord. Mais quel est l'apport de la société savante par rapport à vous, les malades? Bon, l'apport de la société savante, nous, on ne fait que saluer. Parce que j'ai assisté à l'ouverture et puis à la clôture. Et les personnes qui sont venues, si on dit que tout ce monde-là est là pour notre cause, cela veut dire qu'on a de la considération. C'est encore, on n'est pas les seuls malades. Il y a de la considération. Le fait déjà que les gens se mobilisent pour trouver une solution à nos problèmes, même si tout de suite là, nous n'allons pas bénéficier, mais on sent qu'un jour il y aura un changement. Parce que les gens se sont levés, les gens sont unis, il y aura un changement, même si c'est pour nos arrières. On sait qu'au Burkina, ça a démarré parce qu'on n'avait qu'un seul centre pour tous les Burkina Faso. Et actuellement, les autres centres sont venus. On s'est dit dans quelques mois, on va être soulagé. Parce qu'on est en train de réflexionner au niveau de Yalarado aussi. Donc la société est bienvenue parce que nous-mêmes, on travaille avec eux avant même le congrès. Et si on a, dans le cadre de la journée mondiale du rein qu'on fête chaque année, on demande leur appui et puis leur concours pour que ça puisse marcher. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Mais maintenant, les restes sur le terrain, nous allons nous demander de voir qu'on est derrière eux, de voir pour nous soulager plus, parce qu'on a tellement de problèmes, les dialysés, surtout au Burkina, c'est parce qu'on a eu une assemblée générale tout de suite à Bobo. On va revenir sur ces difficultés. Okay. Professeur Lengani, parlez-nous de votre congrès qui s'est achevé cet après-midi même à Ouagadougou. Le congrès, bon, c'était pas en fait un congrès. Nous avons fait d'abord, c'était les premières journées scientifiques de néphrologie, qui était pour nous l'occasion de nous retrouver avec nos collègues de la sous-région du Sénégal. On voulait que ça aille jusqu'au Cameroun, mais certains n'ont pas pu venir pour différentes raisons. Et je profite de saluer ceux qui ont eu le courage de faire le déplacement. Ils sont nombreux. Et d'apporter le soutien, aux conditions actuelles que nous vivons, parce que ce n'est pas évident que ces circonstances-là ne soient pas démotivantes. C'était d'abord des échanges scientifiques. On a fait des conférences sur des points qui nous semblent essentiels et qu'on ne finira pas d'étudier. Il faut approfondir tel que l'hypertension. On a fait des conférences sur, par exemple, le rein et le VIH, le paludisme dans le rein. Ensuite, dans certaines maladies rares telles que le lupus, on a pris le problème de la pression artérielle chez les dialysés qui pose un problème. Donc ça a permis un rehaussement du niveau de connaissance et de voir dans la pratique qu'est-ce qu'il faut améliorer pour la suite. Donc c'était ça l'objectif. L'objectif, bon, je pense que ça a été atteint, puisque nos collègues sont venus du Sénégal, de Guinée, du Mali, de Côte d'Ivoire. La participation a été forte. Avant d'aborder les maladies rénales, présentez-nous l'anatomie et la physiologie du rein, docteur Koulibaly. Merci. Alors le rein est un organe père. Donc c'est-à-dire qu'on a chaque être humain et possède deux reins. Alors les reins, ce n'est pas communément ce que les gens appellent notre à ce niveau, donc les hanches, non. Et c'est deux organes qui se retrouvent plutôt vers le dos. Voilà. Donc ils mesurent 12 cm de longueur, 6 cm de largeur et puis 3 cm d'épaisseur. Donc ce sont ces reins qui fabriquent l'urine. Et l'urine est conduite depuis les reins pour se retrouver au niveau de la vessie, où les urines sont stockées. Et en cas de besoin d'uriner, donc on urine. Voilà, à travers l'urètre. Alors, donc ce rein, il a plusieurs fonctions.
Donc trois principales fonctions. La première fonction, c'est la fonction d'épuration. Et c'est la fonction qui est la plus connue. Et avec cette fonction permet donc d'éliminer les déchets produits par l'organisme lui-même ou les déchets venus d'ailleurs, par exemple les médicaments que nous avalons, donc ça se modifie et ça peut être éliminé par les urines. Alors on a également les fonctions de régulation du milieu intérieur. Le milieu intérieur, tout ce qu'on a en soi, et on ne doit pas avoir trop d'eau, ni trop peu d'eau. On ne doit pas avoir trop de sel, ni trop peu de sel. Donc le rein contribue vraiment à régler tout ça. Et le sang ne doit pas être trop acide, ni trop alcalin. Donc tout cela, c'est le rein qui le fait. Et il y a également la fonction de production d'hormones. Donc c'est des substances qui sont produites par le rein et qui permettent d'assurer certaines fonctions. Et je prends par exemple le cas de ce qu'on appelle l'érythropoïétine. Et l'érythropoïétine, c'est une substance produite par le rein et qui va aller stimuler donc, ce qu'on appelle la moelle osseuse. À l'intérieur de l'os, il y a une moelle. Donc c'est là-bas que les globules rouges sont fabriqués. Donc ça permet donc d'avoir des globules rouges. Et ça permet également donc de modifier la vitamine D, donc qui commence au niveau de la peau, ça passe par le foie, et au niveau du rein, la vitamine D devient active et cela permet aussi d'absorber le calcium au niveau de l'intestin. Voilà quelques exemples donc, de fonctions hormonales. Le centre hospitalier universitaire Souro Sano de Bobo-Dioulasso dispose depuis un an d'un nouveau service de néphrologie. Un service qui vient soulager les différents patients qui auparavant devraient tous se rendre à Ouagadougou pour leur séance de dialyse. Mais très vite, ce nouveau service se retrouve saturé avec un plateau technique insuffisant. Le constat avec Kassoum Milogo et Mireille Carole Tougouma. Service de néphrologie du CHU de Bobo-Dioulasso. Des patients en séance de dialyse ce mercredi matin. Ouvert en novembre 2018, ce nouveau service vient décongestionner celui de Ouagadougou, de quoi soulager les malades souffrant d'insuffisance rénale. Ce service de néphrologie, c'est un service vraiment qu'on a attendu pendant longtemps à Bobo ici. Et vraiment c'est la bienvenue parce que il fut un moment pour la dialyse ou bien la néphrologie, il fallait vraiment se rendre à Ouagadougou. On avait pas mal de gens qui quittaient ici pour Ouagadougou. Et depuis que ça existe ici, nous pensons que vraiment c'est très bien. Même la prise en charge des autres cas, les cas non compliqués, ils viennent ils viennent faire leur suivi ici, quittent les autres provinces à côté pour venir faire leur suivi au lieu d'aller jusqu'à Ouaga. Cependant, après un an de fonctionnement, ce service se retrouve déjà saturé. Le plateau technique est insuffisant. Au départ, il y avait 2 néphrologues et puis très rapidement, l'équipe s'est étoffée. Aujourd'hui, nous sommes 5 néphrologues en service. Donc, pour une capacité de 15 lits d'hospitalisation. Et nous avons donc en haut 15 lits, comme je l'ai dit. En bas, nous avons un service de dialyse, une unité de dialyse qui comporte 12 générateurs au maximum de son fonctionnement. Mais en ce moment, nous n'arrivons pas à 12 générateurs, malheureusement, vu les pannes itératives des machines. Donc là, nous sommes à 10, 11 au meilleur des cas, pour plus de 110 malades qui sont dialysés par semaine. Donc quotidiennement, nous avons plus d'une trentaine de malades qui sont dialysés. La demande est forte, alors que nous n'avons pas assez de machines. Ce que nous avons, certaines même déjà tombent en panne. Donc ça force souvent nos calculs pour pouvoir faire le travail. Tout le temps, les gens sont en entente aux urgences. Ils viennent de partout, que ce soit dans les provinces, dans les cliniques de la ville, au sein des différents services de l'hôpital. Les gens viennent ils sollicitent souvent et toujours l'aide de la néphrologie. Conséquence, certains patients n'arrivent pas à être pris en charge à temps et le nombre de séances par semaine réduit. Mais au début, on était bien vraiment suivis.
Parce que, pourquoi je dis cela, on avait jusqu'à 3 séances de dialyse par jour, par semaine. Alors, de 4 heures à 4 heures. Alors, mais avec le temps, avec le nombre de malades qui s'est accru, on est revenu à 2 séances de dialyse. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes à 2 séances de dialyse, mais de 3 heures, 3 heures. C'est vrai que nous sommes 5 néphrologues. Pour un centre, on ne dira pas que c'est peu, mais il n'y a pas assez de machines pour le nombre de patients qui arrivent chaque jour. Parce que chaque jour, on a au moins un malade qui arrive, un nouveau malade insuffisant rénal chronique au stade terminal qui arrive, donc qui a besoin d'être pris en dialyse. Alors que notre centre est déjà saturé depuis près de 6 mois. Nous sommes saturés. Nous ne pouvons pas prendre de nouveaux patients. Kim Pessier est dialysé depuis 1 an et 2 fois par semaine, il doit faire le trajet d'Ibougou-Bobo-Dioulasso pour son traitement. Des fois, on n'arrive pas à prendre tout le monde, on a des reportés souvent. Des fois, on reporte d'autres personnes. Voilà, nous, on demande si on peut avoir au moins des soutiens parce qu'actuellement, on a des générateurs qui sont beaucoup en panne. Donc, si l'État pouvait nous aider à envoyer des générateurs, même au niveau des produits qu'on nous donne, souvent avec le manque de moyens, si l'État peut subventionner d'autres produits à notre égard, ça nous fera beaucoup de plaisir. Personnels soignants et malades souhaitent tous l'extension de ce nouveau service afin d'améliorer la prise en charge. Mais au-delà, il faut surtout jouer la carte de la sensibilisation selon eux afin de réduire considérablement le nombre de nouveaux cas. Le service de néphrologie du CHU Yalgado-Ouédraogo est composé de 2 sections. La première section sert à la consultation et à l'hospitalisation des patients. La seconde section est utilisée pour effectuer l'hémodialyse des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Le point commun de ces 2 sections est la capacité d'accueil qui n'est pas en mesure de couvrir la demande, ce qui impacte négativement la qualité de la prise en charge. Ismaël Diloma Sirima. La capacité d'accueil au service de néphrologie de l'hôpital Yalgado-Ouédraogo est en deçà de la demande. La section de consultation et d'hospitalisation a une capacité d'accueil de 24 lits, contre des demandes qui dépassent largement cette capacité. La section d'hémodialyse a également une capacité d'accueil très limitée. Le centre de dialyse, c'est une programmation qu'il faut faire en fonction du nombre d'appareils qu'on a. Et les 20 appareils, on peut accueillir 20 personnes par groupe. Et dans la journée, on peut prendre au maximum 4 groupes. 4 groupes de 20 personnes. Voilà. Mais il faut dire que régulièrement, les appareils tombent en panne. Donc on ne peut pas prendre ces 20 personnes par groupe et 4 fois dans la journée. Donc ce qui engendre notamment des reports. Pour mieux comprendre ce report de passage pour la dialyse, il suffit d'avoir accès aux fiches de programmation. Le jour où nous sommes passés, 23 personnes étaient programmées pour une dialyse au même moment, alors qu'il n'y a que 17 appareils fonctionnels. On ne peut pas programmer tout le monde. Donc ça fait que normalement, dans les pays développés, la dialyse se fait 3 fois par semaine. Maintenant ici, dans les pays sous-développés, ce qu'on fait, c'est généralement 2 fois par semaine. Mais actuellement, je dois vous dire, le nombre est tellement important qu'on ne peut pas faire 2 fois par semaine. Et il y en a qui peuvent faire jusqu'à 7 jours, 8 jours, parfois même 10 jours sans dialyse. Et imaginez-vous quelqu'un qui fait 10 jours sans pisser, étant donné que bon, ils sont insuffisants, parfois la plupart ils ne pissent pas. Donc tous les saletés, ça reste dans leur corps. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. En 2015, l'hôpital Yalgado comptait 295 patients hémodialysés. Et en 2018, ces chiffres sont passés à plus de 480. Une augmentation qui met les médecins face à un dilemme. Si on avait un nombre de malades en fonction des appareils, tous les malades pourraient passer 2 fois par semaine. Et avec 2 fois par semaine, ces malades-là allaient vivre dans un état en tout cas meilleur. Mais étant donné que le nombre de malades qu'il faut prendre en dialyse cesse d'augmenter, comme je vous l'ai dit tantôt, ce qui fait que les nouveaux recrutements que nous faisons, nous sommes obligés de les programmer. Et quand ils arrivent, les malades dialysés 2 fois par semaine passent maintenant parfois à 1 fois par semaine et parfois tous les 10 jours. Donc en ce moment, on vient déstabiliser ceux qui sont déjà là. Alors, voici la problématique. Faut-il continuer d'accepter des malades? Parce que si on ne les prend pas, ils vont mourir. Et si on les fait entrer aussi,
va déstabiliser ceux qui sont là et eux aussi ils vont mourir. Et pour éviter des hécatombes du fait de l'insuffisance rénale, Dr Da estime que la solution ne peut que venir du politique. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Paris, nous voulons de voir votre quotidien à travers ce reportage. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Bon, ce que je peux ajouter à ce que le docteur vient de dire tout de suite, c'est pour dire que c'est une réalité. Parce que c'est pas bon de dire tout, même aujourd'hui, j'ai perdu mon secrétaire général de l'association. C'est pas le manque, c'est la sous-dialyse. Donc, si on doit dire, le professeur là est le courant, le nombre de décès qui se trouvent actuellement à Yalkado par rapport à avant, c'est pas la même chose. Parce que le problème de faire 10 jours de dialyse, on peut te soulager après les 10 jours, mais cela veut dire que tu ne pourras plus vivre comme tu le veux. Donc, résultat, on perd beaucoup de gens. Je ne voulais pas vraiment rentrer dans ça parce que tu peux te lever aujourd'hui, on dit qu'un tel n'est pas là. Tous les jours, on vit ça. Mais c'est de demander toujours, comme le docteur l'a dit, aux politiciens de voir. C'est possible, on peut améliorer la dialyse ici au Burkina. Parce qu'on a des rencontres, on voit, il y a des pays qui ne nous dépassent pas, mais quand vous partez là-bas pour faire la dialyse, c'est pas la même chose que chez nous ici. Donc, les gens n'ont qu'à toujours voir ce qu'ils peuvent faire pour nous, pour soulager. Sans quoi, la vie, là, il n'y a rien de tel. Si on te dit que tu es dialysé aujourd'hui, il y a d'autres qui meurent même. Parce qu'il y a la pression, les médecins voient des gens qui peuvent sauver, mais il n'y a pas les moyens pour les sauver. Tu vas faire comment? On te dit que c'est la dialyse qui le sauve. Alors que tu n'as pas d'autres générateurs pour prendre cette personne. Tu vas faire comment? Donc, on voit des gens qui meurent par faute de soins. C'est ça mon cri de cœur là, c'était ça, c'est de voir, on peut changer. On peut changer parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On a parlé tout de suite des personnels, il y a le personnel. Mais s'il n'y a pas le matériel, le personnel va faire quoi? C'est très difficile. C'est très difficile. On te dit que tu dois dialyser. Le médecin a détecté, il a fait ses recherches, il a trouvé que tu dois dialyser. En retour, il n'y a pas de générateur. Il va faire avec quoi? C'est ça le problème. Nos sincères condoléances pour la perte de votre SG. Merci, merci. Professeur Lengal, quelles sont les principales maladies que vous, néphrologues, prenez en charge? Bon, les principales maladies, ce qu'on appelle néphropathie. Je pense que je vais voir ça en deux étapes différentes. Il y a la partie où c'est néphropathie, mais on n'est pas arrivé au niveau de la dialyse. Bon, même si tout le monde voit insuffisance rénale, dialyse, quand on parle de néphrologie, mais je veux parler des autres maladies. Les autres maladies, bon, justement c'est pour ça que je vois en deux choses. Bon, vous avez, je dis en vrac, vous avez les infections urinaires qui sont fréquentes, qui peuvent être graves, et si c'est très grave, ça peut compromettre le fonctionnement du rein. Et si on ne trouve pas une solution rapidement, bon, le rein peut perdre sa fonction de manière définitivement. Vous avez des maladies au niveau de ce qu'on appelle les glomérules. Les glomérules, c'est une partie du rein. Et ces maladies, le plus souvent, ne sont pas directement au niveau du rein, c'est-à-dire que c'est une réaction secondaire au niveau du glomérule. Par exemple, vous faites une angine. Ça c'est fréquent, l'angine, vous faites un panarie, une maladie infectieuse, par exemple comme la fièvre typhoïde, etc. Et puis il y a une réaction anormale au niveau du glomérule et ça peut vous déboucher sur la destruction de votre glomérule, soit rapidement, c'est aigu, soit à long terme, ça sera chronique. Il y a les cailloux, les lithiases, par exemple, qui peuvent être au niveau du rein. Et bon, les lithiases, puisque c'est comme un corps étranger, ça a favorisé les infections, ça a favorisé le fait que l'urine ne s'évacue pas normalement. Et par finir, le rein peut souffrir. Vous avez ensuite les malformations des reins. Ça, c'est la partie de ce qu'on appelle les malformations urologiques, mais elles ont une conséquence sur le tissu rénal. Vous avez les conséquences maintenant des maladies générales. Par exemple, l'hypertension. Chez nous, par exemple,
ça génère beaucoup. Ceux qui sont hypertendus, qui ne sont pas bien contrôlés, ils ont un risque rénal très très important. Vous avez les diabétiques, ceux qui font des maladies générales, par exemple ceux qui font un lupus, les goutteux, etc. Donc il y a toutes ces maladies générales qui peuvent se compliquer au niveau des reins. Donc il y en a plusieurs. C'est pour ça que le professeur Koulibaly vous a dit que c'est une spécialité qui est carrefour, avec nous subissons ce qui se fait, enfin le rein subit, pas nous, le rein subit, c'est que les atteintes, les agressions, donc des autres atteintes des organismes. Ils sont de plus en plus nombreux à souffrir de l'insuffisance rénale. À l'origine de la plupart des cas, l'hypertension artérielle et autres maladies comme le diabète. Selon les médecins, les reins sont au carrefour de l'organisme et toutes les maladies les affectent et cela peut les détériorer au point qu'ils ne puissent plus jouer leur rôle. L'insuffisance rénale touche tout le monde sans distinction d'âge ou de sexe et ceux qui se retrouvent avec une insuffisance rénale chronique ne survivent que grâce à l'hémodialyse. Notre équipe de reportage a rencontré pour vous des jeunes patients de moins de 20 ans. Ismaël Diloma Sirima. Il est absent des cours ce matin à cause d'une séance de dialyse qu'il ne peut se permettre de manquer. Mamadi Maïga est dans cet état d'insuffisance rénale depuis qu'il a 16 ans du fait de l'hypertension artérielle. Et depuis 2 ans, il est obligé de se brancher régulièrement à une machine pour qu'elle joue le rôle que ses reins ne peuvent plus jouer. Dominique Oubda a également été détecté comme souffrant d'insuffisance rénale à la fleur de l'âge. Et depuis 9 ans maintenant, il ne compte plus le nombre de fois où il est passé ici pour une séance de dialyse. Si pour Mamadi et Dominique, la principale cause de leur insuffisance rénale est l'hypertension artérielle, il y a certains chez qui elle est causée par le diabète. À cela, il y a aussi d'autres causes qui sont évitables selon les spécialistes des reins. Il faut éviter aussi de prendre des médicaments sans avis médical, surtout les anti-inflammatoires, ceux qui prennent les ibuprofène au hasard. Il faut éviter aussi de prendre des décoctions, des produits prohibés. Dr Da signale aussi que le rein est au carrefour de l'organisme et que toute maladie que l'on contracte peut le détériorer. Professeur, docteur Koulibaly, dites-nous les maladies liées au glomérule, au filtre, parce que le professeur en a cité beaucoup. Et quelles sont les causes? D'accord. Alors, d'abord, pour en arriver au glomérule, vous savez, au niveau du rein, il y a ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Donc, c'est vraiment cette unité-là qui fait le travail. Et on l'appelle le néphron. Et c'est ça qui donne le nom néphrologie à notre spécialité. Et le néphron comporte plusieurs parties. Et la première partie, c'est un petit entrelac de petits vaisseaux, et donc on appelle le glomérule. Et donc à la suite, il y a un tube qu'on appelle tubule. Il comporte plusieurs segments, et donc il va se jeter dans un tube encore plus gros. Et c'est ça qu'à la fin, on a ce qu'on appelle l'urine. Au début, c'est l'urine primitive, à la fin, donc c'est l'urine définitive. Alors le glomérule, c'est le filtre, donc au niveau du rein. Et donc plusieurs maladies peuvent toucher le filtre, notamment par exemple le diabète. Et comme l'a dit le professeur Dengani, il y a certaines réactions qui se produisent au niveau du corps. Et donc il y a ce qu'on appelle des anticorps qui peuvent aller se localiser au niveau de ce glomérule et altérer donc ce tamis-là. Et on va se retrouver avec de l'albumine dans les urines. Alors, il y a beaucoup vraiment de maladies donc, qui peuvent occasionner ça, même les hépatites virales. L'hépatite virale B, l'hépatite virale C peuvent également entraîner une altération de ce filtre. Oui. Il y a les maladies aussi du tubule rénal, professeur, dont vous venez de parler. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces pathologies? Ce qui est à l'origine de ces pathologies, c'est surtout les infections dont j'ai déjà parlé. Vous avez les médicaments qui peuvent être toxiques, et la toxicité peut se faire soit au niveau du parenchyme lui-même ou bien de ce qu'on appelle les tubules. C'est-à-dire que là où coule l'urine pour être ensuite emmagasinée. Et puis vous avez les toxiques. Les toxiques,
Quand on prend un médicament qui est toxique, ça peut se manifester par une atteinte à ce niveau. Et puis vous avez les maladies qu'on appelle métaboliques, c'est-à-dire que ceux qui sont liés, si vous avez un taux élevé, très élevé d'acide urique, les goutteux, ou bien d'autres substances, ça va cristalliser, par exemple le calcium, ça va cristalliser à ce niveau et ça va déboucher donc sur une altération du parenchyme d'abord, ensuite la fonction rénale. Il y a également l'interstitium qui peut être touché. Quels sont les facteurs favorisants, Dr Coulibaly? L'interstitium, c'est une partie du rein dans laquelle donc les tubules sont plongés. Donc c'est un tissu de soutien de ces tubules-là. Et l'interstitium peut être touché de plusieurs manières. Nous avons par exemple les allergies. Donc les allergies graves peuvent aller altérer ce tissu de soutien. Et on a aussi les médicaments. Donc les médicaments peuvent entraîner cela également. Même les infections telles que la tuberculose, donc au niveau du rein, donc peut occasionner une altération au niveau de l'interstitium. Et ça donne ce qu'on appelle les néphropathies interstitielles. Il y a également les vaisseaux sanguins qui peuvent être touchés. Également. Les vaisseaux sanguins également peuvent être touchés, soit déjà dès l'origine, parce que vous savez que le rein est vascularisé. Et pour revenir un peu en arrière, le rein reçoit, les deux reins, 180 litres. Donc, file 180 litres de sang par jour. Voilà, 180 litres de sang. Et bon, on urine 1 à 2 litres par jour, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre-temps. Alors donc, les vaisseaux qui arrivent au niveau du rein peuvent être obstrués pour une raison ou une autre, soit c'est un caillot, ou bien parce que ça se pince progressivement pour une raison ou une autre, peut-être une maladie, ou quelque chose d'extérieur à ces vaisseaux et qui les comprime. Donc on a cette situation. Et il y a les petits vaisseaux maintenant au niveau du rein également dans lesquels on peut avoir des obstructions. Et il y a des vaisseaux qui sortent, et c'est ce qu'on appelle les veines. Donc la veine rénale peut être bouchée également et occasionner une maladie rénale. Et cette maladie rénale, le professeur l'avait dit, les maladies rénales peuvent être aiguës ou chroniques. Voilà. D'accord. Professeur, vous avez parlé de l'hérédité. Quelle est la place de l'hérédité dans toutes ces maladies? L'hérédité occupe une place non négligeable. Il y a la partie confirmée et il y a la partie qui est suspectée. Quand il est confirmé, c'est par exemple dans la polycystose rénale, qui est une maladie héréditaire avec plusieurs types, ça se prend de différentes manières. Soit ça se manifeste chez l'enfant, ou le sujet jeune, ou bien plus tardivement c'est le sujet âgé, ou bien le sujet adulte. Et il y a d'autres maladies héréditaires. On peut prendre par exemple la drépanocytose. La drépanocytose a un risque de développer une néphropathie qui n'est pas spécifique à la drépanocytose, mais qui est liée au fait que le drépanocytaire a des risques caractéristiques de maladies au niveau vasculaire qui peuvent finir détruire son rein en partie. Sinon, il y a plusieurs maladies héréditaires. Le problème, c'est leur diagnostic. Leur diagnostic, bon, c'est parfois difficile, puisqu'il faut savoir dans la famille, est-ce qu'il y a eu des parents, des grands-parents qui sont morts de cause rénale. Ensuite, aller chercher au niveau des gènes. Et ça, chez nous, c'est difficile parce que les renseignements ne remontent pas à 2 générations. Et en matière de prévalence de toutes les maladies que nous venons de citer, quelles sont celles qui sont en tête, Dr Coulibaly, si on doit classifier? Alors, en général, celles qui viennent en tête et qui amènent beaucoup plus de malades en dialyse, c'est les maladies vasculaires. Et donc, à commencer par l'hypertension artérielle. Donc, c'est la première cause d'atteinte rénale dans la plupart des pays. Mais ça dépend de la région où on se trouve. Il y a des pays où c'est le diabète. Or, le diabète entraîne surtout une atteinte au niveau du glomérule. Donc, il altère. Donc, ça dépend des endroits où on se trouve. Alors, nous, dans notre contexte,
Et les choses sont un peu différentes. On n'est pas très bien situé parce qu'il y a un certain nombre d'études qu'on aurait dû faire, mais que nous n'arrivons pas à faire compte tenu des moyens qui sont limités. Mais nous avons l'impression que c'est l'atteinte au niveau du glomérule et surtout d'origine infectieuse qui prédomine. Et dans les études qui ont été faites, notamment au niveau du service de néphrologie, l'hôpital Yalgado, donc on a environ 30 à 40% des cas où c'est le glomérule qui est atteint et, comme je l'ai dit, et ça semble être probablement d'origine infectieuse. Professeur Lengani, quelles peuvent être l'évolution et les conséquences de toutes ces maladies dont nous venons de parler? L'évolution de ces maladies, il faut savoir que dans un premier temps, c'est silencieux. Que ce soit aigu ou chronique, c'est silencieux. On peut avoir une atteinte rénale sans savoir même qu'on a eu une atteinte rénale. Les malaises qu'on a peuvent être peu significatifs. Après, ça peut passer. Quand c'est chronique, dans une première partie, c'est le tissu lui-même qui va être atteint. Et au bout d'un certain temps, selon l'importance du tissu qui est atteint, le fonctionnement du rein peut commencer à être anormal. Et c'est ainsi qu'on peut avoir, par exemple, l'albumine. C'est pour ça que l'albumine qu'on recherche est un marqueur. Et à un degré plus élevé, la fonction rénale peut ne pas être normale. Mais il faut que la fonction rénale ou bien que l'albumine soit tellement élevée qu'on commence à ressentir les symptômes, soit les œdèmes, soit les malaises liés à l'insuffisance rénale. Donc c'est un challenge parce que il y a la partie qu'on va voir en milieu hospitalier quand les gens viennent se plaindre. Or, quand ils viennent se plaindre, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Surtout je parle du chronique. C'est déjà trop tard parce que l'évolution a été déjà longue. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à dénoncer plus tôt. Bon, quand c'est aigu, bon, ça c'est pas la faute à quelqu'un. Si c'est aigu, on peut faire, dans le cas du paludisme, c'est-à-dire que le paludisme entraîne une insuffisance rénale aiguë sévère. Et si on ne trouve pas les moyens adéquats, bon, ben, là, on peut faire le malade, même si on arrive à guérir du paludisme. Et là, c'est en quelques jours, c'est parlant. Et on peut faire le diagnostic facilement. Mais il y a des cas où, quand ceux qui prennent par exemple les anti-inflammatoires, ils prennent, mais ça va détériorer petit à petit le parenchyme rénal. Et c'est là que ça sera important qu'on va commencer à se plaindre. Vous avez parlé d'insuffisance rénale, mais nous voyons que l'ampleur au niveau de notre pays, déjà il y a l'unité de Bobo qui est saturée. Chaque jour, on a de nouveaux malades. Quelle est l'ampleur? Est-ce que vous avez des chiffres, des données exactes? Nous n'avons pas de données exactes en population, puisqu'en principe, il aurait fallu faire une étude en population pour voir, même quand on a essayé de rapporter les chiffres, vous parlez des études chroniques. C'était décevant. Quand on rapportait à la population, c'était dérisoire. Mais d'une manière générale, quand on se reporte à ce qui est connu, on pense que dans les pays comme en Afrique, il y aura 150 à 200 millions d'insuffisants rénaux. 150 à 200 insuffisants rénaux par million d'habitants chaque année. C'est ce qu'on prévoit. Et maintenant, dans les pays développés, il y en a où, quand on regarde, ils arrivent à diagnostiquer plus, donc on peut trouver un chiffre plus élevé. Mais en effet, on pense qu'il y en a beaucoup, mais il y a un sous-diagnostic. D'autres meurent même sans arriver au niveau de l'hôpital. À présent, les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebeug. Alors, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétudes chez les téléspectateurs.
Mademoiselle Abiba Sawadou est élève en classe de seconde à Ouagadougou. Votre spécialité l'intéresse et elle a l'ambition de suivre vos pas. Quelles sont les aptitudes qu'une élève de seconde doit avoir si elle veut devenir néphrologue comme vous? Et son autre question, c'est qu'est-ce que l'urologie dont elle a entendu parler au cours de cette émission et en quoi elle diffère de la néphrologie? Monsieur Mokhtar Sissé nous a appelé de Dori. Lui aimerait savoir si la consommation abusive de café peut endommager les reins. Et son inquiétude concerne aussi les autres formes d'excitants comme le thé. Monsieur Bourema Sidibé est à Ouagadougou. Il aimerait savoir s'il y a une étude pour déterminer la répartition géospatiale des insuffisants rénaux au Burkina Faso. Il se demande s'il n'y a pas une population précise qui est plus exposée, un groupe régional, et est-ce qu'il n'y a pas une relation entre le régime alimentaire et l'insuffisance rénale? Il précise qu'il est en hémodialyse et il se demande à quand la baisse des prix des consommables pour les malades au Burkina Faso. Monsieur Bourema Yambré nous a appelé de Ouargaï. Lui se demande comment reconnaître une insuffisance rénale chez un proche. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter les proches? Et son autre question, c'est est-ce que la prolifération des médicaments de la rue et l'automédication n'ont pas une incidence sur l'augmentation du nombre des insuffisants rénaux au Burkina? Et il se demande qu'est-ce que vous faites, vous en tant que praticien spécialiste, qu'est-ce que vous faites pour aider les populations à se protéger de ces maladies rénales? Une téléspectatrice qui a requis l'anonymat est inquiète. Elle souffre d'hypertension et elle prend des produits depuis 1997, des produits qui sont entre autres des diurétiques. Elle se demande si la consommation prolongée de ces produits-là pour soigner son hypertension ne peut pas endommager ses reins et conduire par la suite à une insuffisance rénale. Et est-ce que d'une manière générale, il y a une relation entre insuffisance rénale et hypertension? Monsieur Barthélémy Balboni est à Ouagadougou. Lui, il aimerait savoir si une trop grande consommation d'eau peut avoir une incidence négative sur les reins. Il pose la question parce qu'il y a beaucoup de conseils que les gens se passent de bouche à oreille et qui, sur les cures d'eau, où on conseille de boire 1 à 1,5 litre d'eau d'un trait le matin au réveil. Quel est votre avis sur ces cures d'eau-là et est-ce que ces cures d'eau sont dangereuses? Madame Ernestine Sankara sur l'émission à Ouagadougou, elle a appris qu'il y a des plantes qui permettent de réduire le taux de glycémie dans le sang. Est-ce que cela est vrai? Et si c'est vrai, quel est votre avis de spécialiste sur l'utilisation de ces médecines dites douces liées à l'utilisation des plantes et à l'homéothérapie, cette utilisation-là qui ressurgit et qui est en passe d'augmenter au Burkina Faso? Mademoiselle Nafi Sanon suit l'émission à Bobo Dioulasso. Élève en classe de terminale, elle a entendu parler dans certaines émissions, pas sur ce plateau, d'hémodialyse intermittente et de transplantation. Qu'est-ce que cela signifie pour les jeunes comme elle et les autres qui suivent l'émission et qui ne sont pas des praticiens et des spécialistes? Est-ce qu'on pratique l'hémodialyse intermittente et la transplantation au Burkina Faso? Et qu'est-ce que cela implique pour le malade et sa famille? Madame Eudoxie Ouedraogo nous a appelé de Ouagadougou. Elle a entendu le professeur Lengani parler au début de l'émission d'autres spécialités comme la cardiologie, la pédiatrie et bien d'autres. Sa question, c'est quelle peut bien être la relation entre le néphrologue et les autres spécialistes? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Merci à Viviane Tendre-Bego.
Professeur Lengani, il y a Abiba Sawadogo qui est en seconde, donc elle a l'ambition de suivre vos pas avec Dr Koulibaly. Donc elle demande quelles sont les aptitudes qu'elle doit avoir pour devenir néphrologue comme vous. Et puis qu'est-ce que l'urologie, en quoi elle diffère de la néphrologie? Merci, je suis réjoui que en seconde déjà elle soit séduite par la néphrologie. Il faut savoir que bon, ceux qui sont un peu avancés, parfois trouvent que c'est rebutant. Parce que c'est un peu, on pense que c'est pointu, etc. Or, bon, quand on l'embarque, on pense que, on voit quand même que c'est très très passionnant. Donc, si elle veut faire néphrologie, c'est qu'elle est en seconde. Il faut qu'elle fasse la seconde C, avec qu'elle travaille bien. Ensuite, elle va faire la première D, qu'elle travaille bien. Ensuite, la terminale D, je lui souhaite qu'elle ait un très bon niveau et qu'elle puisse avoir une orientation en médecine. Puisque actuellement, les connaissances sont telles que parfois, la seule volonté de faire ne suffit pas, puisqu'il y a des critères de sélection. Et une fois qu'elle va être inscrite en médecine, c'est de travailler de manière constante. Et puis, une fois c'est les médecins, en ce moment-là, elle pourra après se spécialiser. Mais c'est la volonté et l'attrait de la néphrologie peuvent être déjà un facteur qui vont l'impulser pour la suite. Voilà. Pour l'urologie, bon, je vais lui dire que l'urologie, en fait, l'urologie et la néphrologie sont les deux groupes de maladies qui intéressent les reins. L'urologie, ça concerne les maladies des conduits urinaires. C'est-à-dire que c'est ça qui s'occupe, c'est une partie chirurgicale. S'il y a un caillou, s'il y a une tumeur, s'il y a etc., ça c'est du domaine des chirurgiens. Maintenant, le rein a son parenchyme, a son tissu lui-même. Et c'est là que c'est ce qui intéresse donc les néphrologues. D'accord. Monsieur Cissé, docteur Koulibaly, Monsieur Cissé veut savoir le lien entre les différentes formes d'excitants comme le thé, le café et puis les reins. Est-ce que la consommation de ces excitants peuvent endommager les reins? Alors le thé, le café, je n'ai pas vu d'études pour le moment qui parle de consommation abusive. Abusive, voilà, qui intéresse directement le rein. Mais par contre, de façon indirecte, et par l'augmentation, le risque d'élever la pression artérielle plus tard, donc par la consommation abusive de ces excitants, donc il risque d'être hypertendu, et s'il a bien suivi, et je disais que une des causes les plus fréquentes qui amènent en dialyse, donc c'est l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle et le diabète, c'est les premières causes. Alors donc s'il est hypertendu, donc il risque d'avoir aussi une maladie rénale, et donc il peut se compliquer d'insuffisance rénale chronique. Alors, je vois aussi la consommation de thé. Et le thé qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on prépare en groupe, et c'est très sucré. Alors, et à force d'en prendre de façon abusive, ça fait une consommation excessive de sucre. Et là aussi, il risque d'être diabétique un jour. Et le diabète peut conduire donc, à une maladie rénale chronique. Donc, il peut se compliquer d'insuffisance rénale chronique. Est-ce qu'il y a une étude sur la répartition géospatiale des insuffisants rénaux, professeur Lengani? Est-ce qu'il y a un groupe de population plus exposé que d'autres au niveau du Burkina? Je ne peux pas m'égarer pour dire qu'il y a une population plus exposée, puisqu'il n'y a pas eu d'études spécifiques en population. Mais quand on regarde pour la répartition géospatiale,
n'ont pas fait d'études, mais je donne la parole à monsieur Paré. Parce que monsieur Paré, en tant que chose, vous dira, ils viennent d'où, les malades. Comme ça, les gens comprennent. C'est vrai, dans votre association, voilà. Les malades, ils viennent d'où? Qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, ce que je peux dire dans ça, parce qu'on avait essayé entre-temps de classer, parce que on voulait qu'on nous les centres de dialyse à Bobo, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et nous. Vous voyez aussi par rapport à la population, c'est tout à fait normal. C'est le cas aussi, on voulait ouvrir à Gawa, après on voulait ouvrir un centre à Tiankorogo, parce qu'il y a beaucoup de malades aussi qui prennent les véhicules venir pour dialyser et puis repartir. Donc quand on parle que c'est telle raison qu'il y en a, mais moi je peux dire que c'est un peu partout, il n'y a pas une raison comme ça. Mais quand on prend le cas de Tiankorogo, tous ceux qui sont à couper là, ils vont partir à Tiankorogo. Nous on avait demandé d'avoir un centre là-bas. Parce que Fada, couper là, Zorgo, ils peuvent aller à Tiankorogo. Donc on avait essayé de partir comme ça. Mais le gros, c'est Bobo, voilà, parce que ça aussi c'est dû à la population. D'accord. Monsieur Sidibé se demande s'il y a une relation entre le régime alimentaire et l'insuffisance rénale. Docteur Koulibaly. Oui, bien sûr. Je reviens encore sur l'hypertension artérielle et le diabète. Voilà, on dit que c'est aussi des maladies qui sont un peu en rapport avec notre alimentation, donc qui s'est occidentalisée. Et donc il y a forcément un lien entre cette alimentation et le risque d'être hypertendu et aussi le risque d'être diabétique. Et comme vous le savez également, il y a la sédentarité. Donc on bouge très peu et on mange très gras. Voilà, donc du coup on réunit vraiment toutes les conditions pour être diabétique ou hypertendu un jour et se retrouver donc en dialyse. Ok, il a une autre préoccupation, il dit qu'il est en hémodialyse et il se demande à quand la baisse des prix des consommables. Malheureusement, on attendait un représentant du ministère de la Santé, donc qui n'a pas pu répondre présent. Donc cette question, je ne sais pas si le professeur Lengani peut dire quelque chose là-dessus. Il y a une histoire, quand il parle du prix des consommables, c'est un peu compliqué. Parce que les consommables en hémodialyse, c'est inclus dans la prise en charge globale. Et depuis qu'on a la subvention, en principe, la subvention prenait en compte les consommables. Là où il y a eu problème, c'est que il y a des consommables qui sont à utilisation régulière, individuelle et journalière en quelque sorte. Et ces consommables, petit à petit, la quantité n'est pas suffisante dans la prise en charge et de plus en plus on prescrit ces consommables. Donc c'est de voir d'une manière globale la prise en charge. Parce que si on demande aux gens d'avoir bétadine, compresse, etc., ça veut dire qu'en même temps, on s'attend à ce que quand la personne n'en a pas, on travaille avec ce qu'on a. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler les conditions de surveillance des maladies transmissibles en milieu hospitalier. Je ne sais pas si M. Paré peut éclairer davantage. Bon, par rapport aux consommateurs, comme le professeur l'a dit, l'État prend en charge en fait. Parce que nous, on ne peut pas payer les consommables. Ce qu'on utilise, on ne peut pas. On demande de payer une petite partie, une caution pour rentrer en dialyse. Mais les consommables coûtent cher. Une seule séance de dialyse, cette fois, si je ne me trompe pas, ça vaut les 100 000. Si on veut tout calculer, les lignes, les bibas, tout ça, ça vaut les 100 000. Mais maintenant, s'il parle dans le cadre, chacun a ses produits qu'il prend. Par exemple, tu es venu à l'hypertension, il y a des produits qu'on te prescrit. Et même l'hypertension, ce n'est pas les mêmes produits. Chacun a son produit à part. Voilà, donc pour ces prises en charge, pour le moment, on n'a pas encore ça. Je pense que c'est dans ce cadre qu'il parle. Monsieur Yamri demande comment reconnaître une insuffisance rénale chez un proche. Il se demande si la prolifération des médicaments de la rue et l'automédication n'ont pas une incidence sur l'augmentation du nombre des insuffisants rénaux.
Docteur Koulibaly. Alors, la première partie de la question, comment reconnaître une insuffisance rénale chez un proche ou chez soi-même. Voilà. Et le professeur Lengani l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui évolue silencieusement. Donc, c'est un tueur silencieux. Donc, en dehors des examens complémentaires qu'on peut demander, et donc dans le cas du dépistage, il est difficile au stade de début d'indiquer quelqu'un pour lui dire qu'il a une insuffisance rénale. Maintenant, quand les signes commencent à apparaître, c'est qu'il est déjà trop tard. On est arrivé déjà à un stade très évolué et on n'est pas très loin de la dialyse. Et les signes qu'on peut avoir, c'est peut-être le dégoût de la viande. Le malade peut-être qui aimait beaucoup de viande et qui du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, donc qui ne veut plus du tout sentir la viande. Des malades qui en se brossant le matin, donc ils ont la nausée ou bien ils vomissent. Voilà, où ils vont dire que les pieds gonflent, le visage gonfle. Et parfois, le malade qui avait une tension assez bien équilibrée, qui commence déjà, et on a plus besoin donc, de majorer le traitement, parce que la tension est de moins en moins bien contrôlée. Donc, et le malade qui s'épuise parce qu'il est très probablement anémié. Donc, c'est des signes comme ça, mais le principal élément pour pouvoir le dire, c'est vraiment aller mesurer le taux de ce qu'on appelle la créatinine, donc dans le sang. Donc pour savoir à quel niveau il se trouve. Il demande également qu'est-ce que vous faites pour aider les populations à se protéger. Professeur Lengani. C'est les conseils, c'est ça. Pour se protéger, c'est les conseils, c'est la prévention. Je ne sais pas s'il y aura un moment où on va en parler, parce que la prévention va consister à quoi? À lutter tous les facteurs qui font qu'on peut devenir diabétique. Et c'est quoi? C'est l'alimentation, l'activité physique. Ensuite, pour devenir hypertendu, quand on regarde, c'est la même chose, surtout le sel. Ensuite, le mauvais usage des médicaments, les médicaments de rue, puisque c'est les médicaments de rue, il y a un risque que vous preniez des médicaments qui sont périmés. Or, quand le médicament est périmé, dans votre organisme, il ne va pas agir de la même manière que le médicament qui n'est pas périmé. Ou bien vous prenez un médicament qui n'est pas adéquat, par exemple les anti-inflammatoires, et ça peut avoir des répercussions qui sont néfastes. Donc il y a des préventions. La prévention, c'est par exemple apprendre aux gens à boire suffisamment de l'eau. C'est simple, mais suffisamment de l'eau dès le matin. Dès le matin. Donc ça renvoie à la question sur la cure d'eau. Est-ce que c'est conseillé de boire d'un trait une quantité importante, 1 litre à 1,5 litre d'eau? Bon, la cure d'eau, il y a un risque. Elle a un risque. Quand vous avez l'habitude de consommer beaucoup d'eau, si ça dépasse un certain niveau, vous mettez les reins dans une situation qui demande beaucoup d'efforts. D'efforts pour éliminer l'eau. Vous prenez de l'eau, mais vous allez éliminer beaucoup. Mais quand vous allez éliminer beaucoup, là, ça veut dire que dans l'organisme, là, au niveau des reins, là, on vous dit qu'il y a 180 litres qui passent chaque jour. Si vous prenez beaucoup d'eau, vous n'allez pas uriner 2 litres, vous allez uriner plus. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que le jour où vous allez être dans une situation où vous n'allez pas pouvoir prendre de l'eau, ce qui se passe, c'est que votre organisme va continuer à uriner beaucoup d'eau. Parce que les mécanismes pour que les reins puissent retenir l'eau, dans ces cas-là, ces mécanismes-là ne sont pas du tac au tac. Ça demande du jour. Et c'est ça qui peut vous créer des problèmes. Sinon, quand on dit boire beaucoup d'eau, il y a la campagne de la Journée mondiale du rein il y a 2 ans, on dit le matin 2 verres d'eau. Il faut boire 2 verres d'eau le matin, boire de l'eau chaud au repas d'une manière régulière. Surtout chez nous, où il fait chaud. Il fait chaud. Et il y a un autre facteur chez les sujets âgés. Chez les sujets âgés, il faut les inciter à boire de l'eau.
Donc, il y a la question de cette téléspectatrice. Effectivement, dans l'émission, il est ressorti qu'il y a un lien entre hypertension et insuffisance rénale. Mais la personne s'inquiète parce qu'elle est hyper tendue et consomme, en tout cas, prend beaucoup de produits, des diurétiques. Est-ce que la consommation prolongée de ces médicaments peut impacter, peut aboutir à une insuffisance rénale? Docteur Koulibaly. Alors, le médecin, il faut d'abord savoir que quand on institue un traitement, c'est qu'on pense qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Alors, sinon, tout médicament comporte au moins un petit risque, hein, un risque plus ou moins grand. Hein, donc, ça peut être l'allergie, ça peut être autre chose. Alors, si le médecin le prescrit, c'est que c'est le traitement qu'il faudrait. Et pas dans l'arsenal thérapeutique, donc antihypertensif, on a effectivement des médicaments qu'on appelle des diurétiques. Et ils entraînent hein, donc l'élimination d'eau et de sel, donc en quantité un peu plus importante que d'habitude. Alors qu'est-ce que ça peut entraîner si les doses de ces médicaments ne sont pas appropriées, si elles sont excessives? C'est des patients qui vont uriner beaucoup. Hein, ils vont uriner beaucoup et s'ils ne compensent pas en buvant suffisamment, donc ils peuvent se déshydrater et ça peut créer donc, ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë. Voilà, mais donc le pronostic en général est très bon hein, lorsqu'on arrête donc, le médicament qui est à l'origine, où on suspend et on réhydrate le malade. Maintenant, il y a les autres médicaments dont elle a parlé. Les médicaments sont utiles. Hein, c'est pour cette raison que le médecin les a prescrits. Et nous, dans notre contexte, au niveau de la néphrologie, nous avons souvent affaire à des hypertensions artérielles qui sont résistantes. Et donc, on a des malades qui ont au moins 3-4 antihypertenseurs. Et nous sommes obligés de les prescrire pour éviter aux malades les complications, donc, soit aiguës ou chroniques, donc, liées au rein. Et parmi ces complications, c'est par exemple l'accident vasculaire cérébral. Et on a aussi donc, la protection du rein. Et tant que la pression artérielle n'est pas bien contrôlée, ben, vous aurez donc la fonction rénale qui va se détériorer au fur et à mesure. Voilà. Professeur Lengani, est-ce que la médecine douce, l'homéopathie, l'hémothérapie et puis l'utilisation des plantes pour réduire le taux de glycémie, est-ce que cela est vrai? Votre avis de spécialiste sur la question est demandé. Les plantes qui réduisent le taux de glycémie. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question. C'est-à-dire que bon, je peux répondre parce que la question est posée plus souvent même par les diabétiques. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites sur nos plantes, aussi bien les feuilles, les écorces que les racines, qui montrent que certaines plantes contribuent à diminuer la glycémie, soit ça diminue l'absorption de la glycémie, soit ça diminue la glycémie à l'intérieur même de l'organisme. Bon, maintenant, c'est ce qu'on constate. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les plantes, quand vous prenez la plante en entier, ce n'est jamais une seule substance. Donc, certains malades diabétiques les utilisent, mais avec des risques. Avec des risques. Donc, ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est de les utiliser en relation avec leur médecin traitant. Bon, plantes et reins, il faut savoir que là aussi, on a beaucoup de problèmes. C'est comme avec les médicaments. Prenez les plantes, il y en a qui ont des conséquences rénales qui ne sont pas intéressantes et ça peut déboucher sur des lesions rénales aiguës ou chroniques. Hémodialyse intermittente et de transplantation. Qu'est-ce que cela signifie, docteur Koulibaly? Est-ce qu'on les pratique au Burkina? L'hémodialyse, c'est la technique qui permet d'épurer le sang, donc grâce à une machine et un rein artificiel. Alors vous savez que le rein il fonctionne en permanence, le rein normal, et donc voilà. Et quand on remplace, on supplée ce rein par la machine, on ne peut pas brancher permanemment quelqu'un sur une machine. Donc voilà pourquoi on le fait de façon périodique, intermittent, c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on pratique ici. Et maintenant il y a la transplantation rénale que nous ne pratiquons pas encore au Burkina Faso, qui consiste à prélever le rein chez une personne qu'on appelle un donneur, pour l'implanter chez le sujet qui est malade. Donc il y a une insuffisance rénale. Voilà. Donc non, ça ne se passe pas ici.
Voilà. Mais le suivi se fait ici, on a au moins une trentaine de malades et greffés, transplantés ailleurs du rein et qui sont suivis actuellement ici. D'accord. La question de Mme Eudoxie Ouedraogo a été répondue. C'est le professeur Lengani qui avait parlé d'autres spécialités comme la cardiologie, la pédiatrie et autres. Donc c'était ressorti que les reins étant la néphro est le carrefour de toutes ces spécialités. Donc je pense qu'on va continuer. Vous allez ajouter quelque chose? Oui, d'accord. Quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, le rein est le carrefour, mais en même temps, il réagit sur les autres. C'est-à-dire qu'il va provoquer des maladies osseuses, des maladies au niveau du sang, au niveau des nerfs, de telle sorte que la néphrologie, là, pour faire ça dans de très bonnes conditions, il faut qu'on collabore énormément avec les cardiologues, les neurologues, avec toutes les autres spécialités. Avec les autres spécialités. Sinon, au bout d'un certain temps, on se retrouve submergé et on ne peut pas le continuer. C'est un carrefour, mais en même temps, il faut partager avec les autres. Voilà. Le dernier lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Tendrebugo. Alors, mademoiselle Aïcha Nyankini nous a appelé de Garango. Elle dit qu'on lui a diagnostiqué une hydronéphrose et qu'on lui a suggéré une intervention. Elle veut connaître les risques qu'elle court en acceptant une telle intervention. En français facile, elle aimerait que vous expliquiez c'est quoi l'hydronéphrose et à long terme, quelles sont les conséquences d'une hydronéphrose. Mademoiselle Kadisha Sawadgo est étudiante à Koudougou. Elle aimerait concrètement que vous expliquiez en quoi le fait que ses parents ont souffert d'une maladie peut vous exposer à cette même maladie. Elle a aussi entendu parler de la consommation de certaines bières qui fatiguent les reins. Est-ce que cela est vrai? Le professeur Lengani a parlé d'infections urinaires qui peuvent conduire à des insuffisances rénales. Elle aimerait que vous lui expliquiez davantage comment cela peut se faire. Monsieur Kasake Carrefour est à Pau. Il a plusieurs questions. Quelle est la place de la pharmacopée traditionnelle dans la prise en charge des insuffisants rénaux? Qu'est-ce qui se fait pour que les traitements de la pharmacopée soient efficaces dans la prise en charge des insuffisants rénaux? Tout ça parce qu'il a entendu que certains médicaments traditionnels ont une incidence négative sur le rein. Monsieur Traoré Siriki Bernard nous a appelé de Orodara. Il a une question. Est-ce que la prostate peut conduire à une insuffisance rénale? Monsieur Parte Diallo, depuis Bélégadougou, lui veut que vous parliez du lien entre diabète et insuffisance rénale. Il aimerait savoir aussi si la consommation du tabac est un facteur de risque qui peut conduire à une insuffisance rénale. Enfin, M. Dera Ouagadougou, lui aimerait que vous regardiez dans les yeux, que vous donniez la réponse. Est-ce qu'on peut guérir d'une insuffisance rénale? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. D'accord. Retour avec les questions des téléspectateurs du dernier lot. Professeur, l'hydronéphrose, en français facile, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des risques de faire une intervention? L'hydronéphrose, en français facile, ça veut dire qu'il y a une malformation au niveau donc des conduits urinaires qui sont dilatés et qui vont être favorables, un facteur de risque d'infection urinaire, et par la suite ça peut donner une insuffisance rénale. Le problème c'est que parfois c'est douloureux et ça peut même favoriser une hématurie. Donc quand c'est très très important, mieux vaut
faire la chirurgie. Sinon, le paralysie rénal lui-même, il va souffrir et on aura une insuffisance rénale. D'accord. La consommation de certaines bières qui fatiguent les reins, est-ce que cela est vrai? Donc, le professeur a parlé également des infections urinaires. Ça, je pense qu'on ne va plus revenir là-dessus. Et puis, en quoi les parents qui ont souffert d'une maladie peuvent vous exposer? Donc, ça, c'est l'hérédité. Je pense que c'est toute une émission. L'hérédité, on va répondre succinctement. C'est-à-dire que les maladies héréditaires, ça se retransmet de choses. Ce qu'on dit maladie héréditaire rénale, là, c'est des maladies qui vont être retransmises de père en fils ou père, mère en fils ou fille et ainsi de suite. Donc c'est lié aux gènes. C'est pour ça qu'il dit que parfois le diagnostic chez nous est difficile parce qu'il faut aller déterminer parfois le gène. Sinon ça existe chez nous. D'accord. Et la bière qui fatigue les reins? Ma connaissance, non, je n'en ai pas de connaissance. Ok. D'accord. Quelle est la place de la pharmacopée? On appelle la pharmacopée sur dans la prise en charge des insuffisants rénaux. Qu'est-ce qui se fait pour rendre plus efficace les traitements traditionnels? Et puis à la consommation des... Il a parlé également, il a entendu que certains médicaments traditionnels ont une incidence négative sur le rein. Bon, c'est les deux, l'apport de la pharmacopée traditionnelle dans la prise en charge des insuffisants rénaux et puis également l'incidence négative sur le rein. On parle des deux, docteur Koulibaly. Alors, donc, l'apport de la pharmacopée traditionnelle, pour le moment, on n'a pas de collaboration dans ce cadre-là. Hein, donc, la prise en charge des maladies rénales grâce à la pharmacopée. Mais on ne sait pas, donc on ne connaît pas les médicaments. Peut-être qu'il existe des médicaments qui peuvent intervenir. Mais je sais que quand on a une insuffisance rénale chronique, c'est irréversible. Or, il nous parvient par moment, certaines fois, qu'il existe des médicaments qui permettent de guérir de l'insuffisance rénale chronique. Alors ça, c'est difficile à croire. Donc, maintenant, ce qu'il a dit également, c'est vrai. On reçoit régulièrement des malades dans les services de néphrologie et qui ont été victimes de certains médicaments de la pharmacopée traditionnelle. Je ne dis pas que tous les médicaments de la pharmacopée induisent une insuffisance rénale, mais nous recevons des malades qui ont été victimes de cela, au même titre aussi que les médicaments modernes, tels que les anti-inflammatoires. Professeur Lengani, est-ce que la prostate peut conduire à une insuffisance rénale? Oui, puisque la prostate, c'est une chose, c'est un tissu à l'intérieur duquel passe l'urine. Lorsque la prostate augmente, ça peut fermer le tissu et en ce moment l'urine ne coule pas entièrement et l'urine peut de la vessie retourner vers les reins. Au bout d'un certain temps, les reins peuvent souffrir, peuvent faire une insuffisance rénale. Pendant l'émission, on a parlé du lien entre le diabète et l'insuffisance rénale, on ne va plus revenir là-dessus. Docteur Koulibaly, est-ce que la consommation du tabac est un facteur à risque qui peut déboucher sur l'insuffisance rénale? C'est démontré, hein, le tabac, donc c'est un facteur de risque de maladie rénale chronique. Ok. Tabac, cigarette ou même traditionnel? Alors, traditionnel, ça, je n'ai aucune idée, mais je sais que le tabac moderne, donc des études ont été faites là-dessus qui l'ont démontré. D'accord. Dernière question de M. Dera, donc, qui va servir de conclusion à cette émission. Professeur Lengani, est-ce qu'on peut guérir d'une insuffisance rénale? Personne dit de le regarder dans les yeux, de dire si on peut guérir d'une insuffisance rénale. Ça, on peut dire oui, non? En ce moment, lui-même, il comprendra qu'on lui a dit, c'est comme si on ne lui a pas dit que c'est OK. Dans les renal aigu, la personne peut guérir entre greffes. C'est-à-dire que le rein peut recouvrer sa fonction normale, la personne ne va plus dépendre de quoi que ce soit, et va éliminer normalement les déchets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si la fonction est normale, l'insuffisance rénale aiguë doit être surveillée. Parce que s'il a fait ça, c'est que le rein a souffert, il y a des lésions, et ces lésions-là peuvent évoluer à bas bruit pour que par la suite, ça débouche sur une insuffisance rénale chronique. Insuffisance rénale chronique,
par définition, c'est irréversible. Quand on dit irréversible, cela veut dire que si c'est chronique, arrivé à un stade, je ne peux pas revenir au stade antérieur. Au contraire, ça peut s'aggraver. Ça peut s'aggraver jusqu'au stade terminal où il faut survivre que par l'hémodialyse. Des propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Donc la dernière de l'année 2019 et à l'occasion toute l'équipe de réalisation ainsi que notre partenaire la GIA se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Prudence et surtout prenez bien soin de vous et à 2020 plaise à Dieu pour de nouveaux rendez-vous de Santé Mag. Bonsoir.